Bonjour à toutes et à tous. Bonjour depuis Abidjan. Je m'excuse de ne pas être avec vous en présentiel aujourd'hui. Peut-être un premier élément, c'est que la question des vulnérabilités, c'est une définition qui est vraiment multiple et on a plusieurs manières de l'aborder. Quand on regarde dans la littérature en ce moment, quand on cherche population vulnérable et santé, ce qui ressort le plus, en fait, ce sont plutôt des cadres théoriques pour penser la vulnérabilité liée au changement climatique et aux impacts de santé de ce changement climatique. Mais de manière générale, du point de vue épidémiologique, souvent, en fait, on parle de population vulnérable par le fait d'être soumis à un risque quand d'autres ne le sont pas. Et là où une autre manière de l'aborder, c'est sur le fait de est-ce qu'on peut s'exprimer ou est-ce que c'est une vulnérabilité sociale. Le Conseil consultatif national d'éthique en santé en France, le CCNE par exemple, définit les populations vulnérables comme les personnes qui s'expriment peu ou pas, dont on parle peu ou pas et qui souvent ne peuvent se défendre elles-mêmes. Et c'est parfois le contexte qui engendre ou qui renforce la vulnérabilité. Donc on peut avoir une entrée de vulnérabilité par l'exposition à des risques ou une entrée plus par des questions sociales et sur le fait d'être stigmatisé, discriminé, en tout cas d'avoir difficilement accès à des services et qui est une autre manière d'aborder la vulnérabilité. Pour l'ONU-SIDA, traditionnellement, quand on parle de vulnérabilité, en fait, souvent, on revient à la définition des populations clés. En tout cas, pour l'ONU-SIDA, les principaux groupes de population clés, ce qui sont particulièrement vulnérables au VIH et qui, en fait, n'ont pas accès à des services adéquats. Et donc souvent, dans population vulnérable, c'est d'entrée de jeu les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les travailleuses et travailleurs du sexe, les usagers de drogue par voie intraveineuse ou les personnes détenues. Même si en France, on pourrait aussi rajouter les populations migrantes, ce sont du coup à la fois une exposition au VIH et en même temps des facteurs sociaux de vulnérabilité qui vont encore plus exposer au VIH ou à d'autres risques de santé par une stigmatisation sociale ou par une grande forme de précarité. Donc on voit que c'est à la fois une question d'exposition épidémiologique, de vulnérabilité sociale et de perception dans l'espace social et de précarité économique. Et donc en fait, on voit bien que cette notion s'ajoute les unes par rapport aux autres. Alors, quand on parle d'exposition au VIH, la première question qu'on se pose, c'est qui s'infecte par le VIH? Et souvent, ce qu'on va voir, c'est du coup des chiffres sur l'exposition au VIH. Et donc, si on regarde en France les dernières données qui ont été publiées en décembre 2023 dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, on a une évolution du nombre de découvertes de séropositivité par population, qui est le tableau à droite. On voit que la population où il y a le plus en nombre absolu séropositivité, c'est finalement les hétérosexuels nés à l'étranger, suivis par les HSH nés en France, et la tendance, quand même, depuis quelques années, chez les hétérosexuels et chez les HSH nés en France, c'est une baisse de ce nombre de nouveaux cas. Donc certes, en proportion, les HSH sont plus exposés que les HSH, que les hétéros nés à l'étranger, mais on a quand même un peu une baisse là-dessus. Et le groupe où il y a le plus d'augmentation des nouvelles séropositivités, en tout cas des nouveaux diagnostics, c'est les HSH qui sont nés à l'étranger. Ces HSH nés à l'étranger, ils ont un âge médian de 31 ans en France, contre 34 ans chez les HSH nés en France et diagnostiqués avec le VIH, 30 hétéros nés à l'étranger et 39 ans chez les hétéros nés en France. Et ces HSH nés à l'étranger ne viennent pas que d'Afrique subsaharienne. En fait, un tiers, 33%, sont nés en Afrique subsaharienne, 24% en Amérique latine, dans les Caraïbes, et on va avoir toute une population latino-américaine homosexuelle qui va s'infecter, et 18% en Afrique du Nord. Et à la vulnérabilité du VIH, elle est aussi associée à cette question de la migration, comme l'avait montré en son temps l'enquête parcours auprès des migrants. Ce qu'on voit aussi dans les données du BEH, c'est qu'on a encore un diagnostic tardif. Alors vous avez ici un graphique qui vous dit parmi les diagnostics, est-ce qu'il est précoce, c'est-à-dire en phase de primo-infection, intermédiaire en bleu clair et en bleu foncé tardif, c'est-à-dire avec un nombre de CD4 de moins de 350 hors primo-infection. Et on voit qu'on a encore un pourcentage important de personnes qui sont diagnostiquées à un stade tardif. Alors, c'est de l'ordre de 25% chez les HSH nés en France. On monte à 45% chez les HSH nés à l'étranger et on dépasse les 50% chez les hétérosexuels nés à l'étranger. Et tout ça nous montre en fait qu'il y a un retard par rapport à la prise en charge. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui se maintiennent depuis longtemps. Et on voit bien que le délai au diagnostic, c'est un élément clé parce que ça va retarder l'accès au traitement et la prise en charge. Vous avez ici des estimations qui sont maintenant assez anciennes. Elles datent de 2011, qui avaient été faites en France. Et on voyait que du coup, quand on pense à retard au diagnostic, en tout cas du délai pour aller entre l'infection et le diagnostic, on voit une différence un peu. Les HSH qui sont très exposés
vont avoir plutôt des délais assez courts. Et sur des données plus récentes, il y a eu un papier publié en 2018 qui montre que chez les HSH nés en France, notamment avec l'arrivée des programmes de PrEP et puis tout le développement de ces prises en charge-là, on va avoir une réduction du délai entre infection et diagnostic. Par contre, il y a une différence pour les HSH qui sont nés à l'étranger, sur qui les délais vont être encore un peu plus longs. Et puis, on le voit ici sur ce graphique-là en 2011, mais c'est encore valable en 2000 aujourd'hui. Ça reste aussi, les hommes hétérosexuels qui soient nés en France ou qui soient nés à l'étranger ont aussi des délais au diagnostic qui sont plus importants. Alors, tous ces éléments-là, on est sur l'exposition VIH et sur des facteurs de vulnérabilité qui vont aussi jouer sur l'accès au diagnostic et donc du coup à la prise en charge. D'une certaine manière, c'est des questions importantes. Elles nous interrogent sur nos politiques de dépistage et d'accompagnement vers les soins, mais d'une certaine manière, c'est pas le cœur de cible pour une action coordonnée comme l'action coordonnée traitement aux recherches cliniques. Et donc du coup, j'ai envie de dire, ça a des implications de santé publique, mais c'est peut-être pas le cœur du métier pour la C44. On peut se dire que la C44, on est sur la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH, et donc on peut s'intéresser peut-être plutôt non pas aux vulnérabilités dans l'exposition au VIH ou dans l'accès aux soins, mais aux vulnérabilités des personnes une fois qu'elles vivent avec le VIH. Et on avait eu des résultats dans l'enquête VESPA 2, notamment, qui documentent les conditions sociales et le vécu des personnes vivant avec le VIH. En 2011, au moment de l'enquête VESPA 2, les 2 tiers des personnes vivant avec le VIH étaient en emploi ou en recherche d'emploi. Donc ça s'était amélioré par rapport à 2003. Mais malgré tout, la situation économique des personnes qui vivent avec le VIH, elle reste inférieure à celle de la population générale. Et surtout, il y a des grandes disparités. Ça pose vraiment la question, en fait, dans la prise en charge et dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, comment mettre en place finalement des offres différenciées. Parce qu'une partie de la population vivant avec le VIH peut avoir une bonne situation socio-économique et aujourd'hui va plutôt bien gérer sa maladie chronique, et d'autres vont avoir besoin, par contre, d'avoir beaucoup plus d'accompagnement. Chez les HSH qui vivent avec le VIH en 2011, la moitié étaient des catégories CSP+, un profession intermédiaire ou cadre supérieur, alors que les usagers de drogue sont la catégorie en général la plus défavorisée du point de vue de la CSP, avec des taux élevés d'invalidité et des conditions de vie qui s'étaient aggravées entre 2003 et 2011. Et entre 2003 et 2011, ce qu'avait montré l'enquête VESPA 2, c'était une dégradation globale de la situation financière, entre autres liées à la crise économique de 2008, mais aussi avec des facteurs défavorables qui se cumulent les uns sur les autres, comme le fait de vivre seul, d'avoir de longues périodes d'inactivité ou d'être arrivé en France tardivement dans l'âge adulte, facteurs qui vont être associés à l'infection à VIH, mais qui vont aussi être associés à une vulnérabilité économique. Alors, tout ça, je vous donne des chiffres qui sont un peu anciens. En fait, ce qu'il faudrait, c'est les résultats de l'étude VESPA 3, sauf que l'étude VESPA 3, elle est en cours. C'est la 3e enquête auprès des personnes vivant avec le VIH en France. Et les résultats seront attendus qu'en 2025. Et c'est vraiment VESPA 3 qui permettra de mieux documenter la situation sociale et économique des personnes vivant avec le VIH. Mais encore une fois, on est là sur la question des vulnérabilités sociales et économiques qui sont associées en fait à la pathologie VIH, soit parce que ce sont des vulnérabilités sociales et économiques de l'infection VIH et donc du coup elles vont se cumuler et se retrouver dans la population des personnes avec le VIH, mais aussi des conséquences d'une pathologie chronique et du stigma qui vont pouvoir s'accumuler. Et cette question des vulnérabilités sociales et économiques, elle est essentielle, elle n'est pas nouvelle. Elle soulève toujours la question de quelle forme d'accompagnement offrir aux patients et comment avoir des accompagnements différenciés suivant les besoins. Mais c'est, comme je disais, pas une question nouvelle, il est le cœur scientifique d'une action coordonnée comme l'accès 44. Et donc la question, c'est si on veut parler vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH et recherche clinique, c'est quoi notre point d'entrée? Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que peut-être on peut se poser une question alternative qui est de se dire, si je pense au traitement, est-ce que les personnes les plus en difficulté avec leur traitement sont celles qui reçoivent un traitement approprié? En tout cas, de penser plutôt, est-ce qu'un traitement pertinent est donné aux personnes qui en ont besoin? Et je pense qu'on peut le regarder sous trois aspects. Il y a la question déjà, est-ce qu'on a des pratiques de prescription qui sont les mêmes suivant les patients? Ici, vous avez 2 articles publiés récemment par Romain Palich et son équipe en 2023 sur les traitements que l'on va donner aux personnes qui sont nées en France ou nées à l'étranger. Et ce qu'ils montrent, c'est que en fait, le pays de naissance est associé d'une part au fait de prescrire une bithérapie plutôt qu'une trithérapie, c'est-à-dire un traitement plus léger. On va plus facilement proposer un traitement allégé à des personnes nées en France qu'à des personnes nées à l'étranger. Et puis, on voit aussi une association
sur le choix des premières thérapies antirétrovirales. Et donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une question clinique qui va distinguer ce type de patient, ou est-ce qu'en fait on intègre des présupposés, comme les soignants, comme tous les corps de métier, vont avoir des présupposés peut-être différents suivant le lieu d'origine de leurs patients, et du coup on ne va pas proposer les mêmes choix de traitement et pas proposer des formes de traitement peut-être plus allégées à des patients qui en auraient peut-être plus besoin. Un autre élément, et là je voudrais reprendre les résultats de la plénière de Séverine Carillon et d'Olivier Ségéral, qui ont fait une magnifique plénière sur les antirétroviraux injectables et à longue durée d'action à la Fravie, à Yaoundé au printemps dernier. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le cabotegravir, les injectables en traitement sont recommandés. Pourquoi? Pour des personnes vivant avec le VIH, qui ont une suppression virale et qui n'ont pas de résistance et qui sont déjà observants. Mais fondamentalement, les personnes qui auraient le plus de bénéfices à utiliser un traitement injectable seraient soit des personnes qui ont des problèmes justement, qui n'ont pas atteint la suppression virale avec le traitement actuel et qui ont des problèmes d'observance et qui auraient un vrai bénéfice à utiliser ces traitements injectables. On voit par exemple que les femmes qui représentent 52% des personnes vivant avec le VIH dans le monde ne représentaient que 25% des personnes incluses dans les études sur cabotegravir et ripivirine en longue durée d'action. On n'a quasiment pas de données sur les enfants de moins de 12 ans par rapport du coup aux injectables dans les essais cliniques. Et de la même manière, quand on pense en termes de prévention, où est-ce qu'il y aura un intérêt à utiliser des formes injectables? Peut-être sur les populations où la PrEP orale fonctionne le moins bien. Or, la quasi-totalité des travaux ont été menés, des essais cliniques sur les injectables en prévention ont été menés sur des hommes qui ont très peu ou pas de données, sur les femmes enceintes, sur les travailleuses du sexe, sur les usagers de drogue, sur les adolescents et jeunes adultes ou sur les personnes transgenres. En fait, il y a un décalage complet entre quelles sont les personnes que l'on va inclure dans des essais cliniques et quelles sont les personnes qui bénéficieraient le plus des résultats. Ce qui se passe, c'est que du coup, là, les personnes pour lesquelles les injectables pourraient être le plus efficaces ne sont pas dans les essais et donc du coup ne se retrouvent pas dans les recommandations de traitement. Les recommandations qui vont être faites se basent sur les résultats des essais. Le troisième point qu'on pourrait aussi aborder, c'est la question finalement des formulations pédiatriques. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, mais la couverture antirétrovirale, elle reste encore et toujours très faible chez les enfants. Fin 2022, selon l'ONU-SIDA, on estimait que 57% des 0-14 ans vivant avec le VIH recevaient un traitement antirétroviral contre 77% des 15 ans et plus. On estime aussi que la moitié des enfants reçoit un traitement qui n'est pas optimal à leur situation d'après des chiffres de MSF. Et de manière régulière, c'est répété par des appels de l'ONU-SIDA, par des appels de l'International Health Society, on a un manque criant et répété de formulations pédiatriques et on a très peu d'essais cliniques qui vont inclure du coup la question des enfants. Et donc du coup, peut-être pour conclure, je dirais qu'on peut aborder la question des vulnérabilités par les vulnérabilités soit d'exposition, soit les vulnérabilités sociales. Mais d'une certaine manière, une partie de ces questions-là, soit sont pas nouvelles, soit rentrent plutôt dans les travaux, dans les corps de sciences sociales ou en santé publique. La vraie question, vu que là on est sur l'action coordonnée de recherche clinique, c'est de se poser qui on inclut dans nos essais cliniques et est-ce que réellement on fait des essais cliniques auprès des populations qui bénéficieraient le plus des innovations thérapeutiques. Et donc peut-être qu'une des grandes questions à se poser, c'est comment réconcilier population en besoin de traitement et population inclue dans les essais cliniques. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour cette présentation sans fil rouge. Merci encore de ta participation et on va laisser la parole maintenant à Nicolas Vignier qui va nous faire part de son expérience en recherche clinique dans les populations vulnérables. Alors, moi je vais être plutôt dans la continuité de Joseph que je remercie et que je rejoins sur ses conclusions, notamment parfois des connexions de la recherche avec la réalité de terrain, pour être plutôt sur une réflexion globale dans la poursuite du sujet, plutôt que sur le partage de mon expérience précise sur la recherche. Donc je passe très vite parce que ça a été défini par Joseph, mais il n'y a pas forcément de définition très consensuelle, mais on retrouve dans le concept de vulnérabilité un certain nombre de populations d'intérêt
pour le monde de la recherche sur le VIH et les IST, à la fois parce qu'il y a des populations clés qui sont plus exposées, puis aussi parce qu'il y a des déterminants sociaux qui vont impacter l'accès à la prévention, aux soins et le maintien dans le soin. Et donc, vous en voyez voilà, un certain nombre qui sont listés ici, que je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais voilà, mis à part les populations clés qui ont été citées, on peut pas. Il y a évidemment les déterminants sociaux qui ont été bien conceptualisés par l'OMS il y a de ça quelques années, hein, que sont le logement, l'autonomie financière, le statut administratif, le fait d'avoir une couverture maladie, niveau d'éducation et par ricochet la littératie en santé, hein, la capacité de s'emparer de sa santé, de comprendre le système, la barrière de la langue qui est un déterminant social majeur chez les personnes allophones, le genre qui peut l'être aussi de certains points de vue, et puis aussi ce qui se passe dans notre système de santé du point de vue des discriminations en soins ou du défaut d'accès aux soins qui impacte aussi les parcours de soins. Donc tout ça, ça doit aussi être pensé dans les travaux de recherche, y compris de recherche clinique. Et donc, juste pour dire, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais Joseph en a déjà parlé, que tout ça, c'est des concepts qui sont imbriqués, mais qui ne sont pas forcément superposables. Hein, donc, vulnérabilité, précarité, pauvreté. On retrouve les populations clés, mais qui ne sont pas forcément toutes pauvres ou vulnérables. Tout dépend ce qu'on entend par vulnérabilité. Et puis, si on positionne, par exemple, les personnes migrantes qui sont une des populations clés, on voit qu'elles sont aussi aux interfaces de tous ces concepts. Donc, finalement, c'est un peu compliqué, mais le plus important, ce n'est pas les définitions, c'est de les interroger dans tous les travaux qu'on monte et d'essayer de les intégrer. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est des populations qui sont plus souvent discriminées, plus souvent éloignées du soin, qui sont plus souvent exposées à la précarité ou à un certain nombre d'autres de vulnérabilités, et que tout ça, ça va jouer sur leur impact d'exposition au VIH, aux IST, mais aussi dans une vision plus large de santé sexuelle et de maintien dans le soin. Ces vulnérabilités, ces discriminations ont de nombreuses conséquences sur le parcours des individus, qu'ils soient ou pas malades, que j'ai déjà cité. Je vais peut-être passer un peu vite, comme on a pris un peu de retard, mais qui sont, de mon point de vue, autant de champs qui est aussi à investir, peut-être pas pour la recherche clinique à proprement parler, mais pour la santé publique de manière certaine. Mais même dans la recherche clinique, on peut imaginer de la recherche interventionnelle qui cherche à adresser ces conséquences ou ces déterminants pour essayer de les dépasser. Je ne m'arrête pas longtemps dessus, mais juste pour dire que je fais partie d'un groupe de travail qui, au Conseil de la santé publique, qui justement s'interroge sur qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité. Donc, ce n'est pas spécifique de la thématique du VIH, mais ça peut apporter certaines réponses. Et donc, il y aura un rapport qui sera produit en fin d'année. Et si certains d'entre vous, et je ne sais pas si Joseph est toujours connecté, ont une opinion ou en tout cas des choses à dire, on fait appel à il y a un petit questionnaire qu'on peut faire passer, et ceux qui souhaitent le remplir, ça permet de nourrir justement la réflexion du groupe de travail. Et on mène quelques auditions aussi de personnes expertes. Et juste pour signaler aussi, sans m'arrêter longtemps dessus, je co-coordonne justement avec Émilie qui est dans la salle, Monnier, un groupe sous l'égide de la SPIF et de la SFLS, mais qui va probablement devenir un intergroupe intersociété savante, parce qu'il a été un peu amplifié par la mobilisation pour défendre l'aide médicale d'État, qui s'appelle Migrants et populations vulnérables, donc un groupe de cliniciens qui se mobilisent, pas seulement pour la recherche, mais aussi pour la recherche, pour que justement ces populations ne soient pas oubliées et qu'on essaye d'avancer. Donc pourquoi c'est important, et je vous remercie de l'avoir mis au programme, de parler de recherche pour les populations vulnérables? Parce que finalement on n'en fait pas assez, et ça les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'aurais pu en présenter plein. Je vous présente la courbe qui m'a été partagée par Yves Jackson, qui est chercheur aux hôpitaux universitaires de Genève, et vous voyez qu'il a fait le travail de reprendre les publications sur des groupes qu'il a appelés désavantagés, donc ce qui rejoint un peu ce qu'on entend par population vulnérable, et on voit que finalement la recherche est encore assez modeste en nombre de publications dédiées sur ces populations. Il y a quand même une envolée sur ce qu'il a appelé les minorités sexuelles, donc on voit qu'il y a un dynamisme, et probablement que la NRS y contribue sur certaines populations, HSH, personnes trans, etc. Mais on voit que pour d'autres populations, ça reste trop petit, et en particulier les populations migrantes, les populations en situation de précarité et les personnes sous main de justice, qui je pense sont des populations majeures pour le VIH, et ça reste très insuffisant. Et il a identifié un certain nombre de facteurs, mais je vais revenir dessus, qui limitent le développement de la recherche dans ces populations.
Donc juste quelques messages clés. Pour moi, faire de la recherche sur les populations vulnérables, c'est d'abord faire avec ces personnes en partant de leurs besoins. Ce qu'on a trop souvent fait pour, et ils nous rappellent souvent qu'il faut faire avec et non pour, c'est tenir compte des déterminants sociaux de la santé dans la recherche. Et donc ça présuppose qu'on les recueille. Et en fait, on les recueille trop peu souvent. Et du coup, on ne peut pas analyser ce qu'on ne recueille pas. Et même si c'est compliqué, il faut se faire un peu violence. Il faut essayer d'intégrer ça, y compris dans des essais randomisés, la randomisation est censée bien faire son travail, mais moi, j'aimerais bien quand même pouvoir le vérifier dans le tableau 1, que la distribution des groupes d'un point de vue des déterminants sociaux est effectivement comparable. Et si j'en ai pas la preuve, je ne peux pas en être certain. Donc là, je le sais que ce niveau d'éducation, c'est une chose, mais si on en avait un peu plus, ça serait une sécurité supplémentaire pour garantir la comparabilité des groupes, notamment. C'est aussi faire de la recherche populationnelle, ce qui n'est pas toujours politiquement correct de dire ça en France, où on est le pays de l'universalisme républicain, mais je pense que dans le monde du VIH, on en est convaincu parce qu'on a des populations clés, mais c'est aussi un message à porter à une échelle plus large. C'est de plus en plus de faire de la recherche interventionnelle, parce qu'on a beaucoup fait les constats, mais finalement très peu essaient d'expérimenter des réponses. Et les réponses, c'est les médicaments, mais ce n'est pas que les médicaments, c'est aussi des interventions plus complexes qui intègrent des accompagnements médico-psychosociaux en particulier. C'est utile pour la santé publique, c'est des moyens financiers, donc ça, la NRS est concernée, parce que ça coûte cher de faire de la recherche populationnelle ou à destination de populations éloignées de la recherche. Et c'est travailler auprès avec des populations clés au sud, mais aussi dans l'outre-mer, et ne pas oublier les territoires en France qui sont négligés. Pour avoir travaillé en Grande Couronne, je pourrais en dire un mot si vous voulez. Par contre, faire de la recherche sur les personnes vulnérables, c'est pas aller vite sans tenir compte de la complexité, parce que ça pourra pas marcher, malheureusement. C'est pas recueillir la race comme le font les Américains, qui d'ailleurs est un concept qu'on ne reconnaît pas en France, sauf si éventuellement recueillir la couleur de peau, si notre objet c'est d'objectiver des discriminations en soins. Mais à part ça, je vois pas ce que ça nous apporte. C'est faire attention de ne pas faire de la recherche uniquement sur, on l'a dit, je reviens pas dessus, on vient d'avoir le débat, c'est pas faire 100 ou à la place d'eux, c'est pas cocher la case de la représentativité communautaire en invitant quelques populations, mais en délaissant les moins représentées. Et c'est laisser la recherche populationnelle à la recherche communautaire en se disant on finance par ici des études observationnelles ou de structuration communautaire, mais on n'intègre pas cette dimension des vulnérabilités des populations dans la recherche biomédicale. Et ça, c'est une erreur. Ça serait une erreur. Donc très vite, voilà, faire avec et non pour. Bon, soyons francs, ça ne va pas encore de soi. Et surtout, on l'a vu sur la courbe des publications, il y a des populations avec lesquelles c'est plus facile, et c'est l'histoire de la NRS, je crois, avec Perguet, Prévenir, et d'autres populations avec lesquelles c'est plus difficile. Alors là, j'ai mis les enquêtes les plus connues. Certains s'y sont quand même attelés et ont fait des très belles enquêtes, mais c'est laborieux, ça prend du temps, et il faut je pense qu'il y a aussi une réflexion stratégique à l'échelle de l'agence pour objectiver les populations qui sont laissées sur le côté et encourager les investigateurs à s'impliquer. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est recueillir les déterminants sociaux dans les recherches en santé, y compris en recherche clinique. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais on pourra en discuter avec ceux que ça intéresse. Il y a les déterminants sociaux, on les connaît. Certains chercheurs, comme moi, qui fait de l'épidémiologie sociale, on les utilise. Donc, on peut vous les mettre à disposition. Il y a des scores aussi qui ont été développés, EPIS, Precar Score, qui ne sont pas parfaits, mais qui peuvent être intéressants. Quand on n'a pas la place de tout mettre, il y a aussi des approches simplifiées. Donc, on sait aussi être pragmatique. Mais pour ça, il faut que la question soit posée. C'est faire de la recherche interventionnelle parce qu'on est en 2024, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais juste pour reprendre une diapo que j'avais présentée aux infectiologues au JNI, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? C'est recueillir les déterminants sociaux en soins, c'est mobiliser les outils de la réduction des inégalités sociales de santé et c'est avoir un regard populationnel. J'ai envie de dire, dans la recherche, c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut se poser les mêmes questions. Et donc justement, la boîte à outils que je proposais aux confrères pour réduire ces inégalités sociales, vous voyez que c'est un certain nombre d'outils que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui sont autant d'outils qui peuvent être évalués dans le cadre de la recherche interventionnelle, à commencer par la médiation en santé, qui à mon avis est un outil particulièrement intéressant, qui est en plein développement et qui pourrait nous aider à atteindre des objectifs de résultats de traitement intéressants, mais c'est aussi assurer l'interprétariat en santé pour les personnes allophones, sortir des murs à aller vers, etc.
je vous laisserai les diapos si vous voulez. C'est mener des recherches populationnelles, donc je ne vais pas les redétailler, on les a déjà citées, mais voilà, on peut repérer que certaines sont quand même moins investies que d'autres. Les personnes en rue, les personnes sous main de justice, les personnes en situation d'addiction. Voilà, je pense il faut qu'on réinterroge un peu nos stratégies. C'est adapter les outils, les méthodes de la recherche, parce qu'on l'a dit, c'est compliqué, ou alors tout simplement, on nous refuse cet accès. Donc voilà, à la fois, il y a des choix d'industrie de ne pas inclure. Il y a aussi des fois des ambitions d'inclure, mais des échecs de terrain à le faire parce que c'est plus compliqué d'inclure certaines populations vulnérables. Et donc, il faut aussi se donner les moyens de pouvoir inclure. Donc, on l'a dit, c'est du temps, c'est des moyens, mais c'est aussi des outils, comme par exemple avoir des notes d'information qui sont adaptées à des personnes qui ne vont pas lire une note d'information de 10 pages. Et donc, nous, on travaille par exemple dans le service sur des notes d'information simplifiées avec des images et qui sont un support à en fait, un consentement plus oral. Ça peut être aussi des vidéos. Il y a eu une étude en Suisse sur la recherche chez les prisonniers qui a montré que chez des jeunes incarcérés, il y avait plus de consentement à participer à une recherche quand la note était sous forme d'une vidéo que sous forme écrite. Enfin voilà, il y a des choses qu'on ne se pose pas toujours les questions. C'est co-construire la recherche parce que ce qui nous échappe deviendra évident tout simplement en parlant avec les concernés. C'est utiliser des méthodes de recrutement innovantes parce que plus on est éloigné du système de santé, moins on est susceptible d'être inclus. Et donc c'est aller vers, c'est aussi mobiliser les leviers communautaires, c'est faire des méthodes boule de neige ou RDS, c'est parfois mobiliser les réseaux sociaux, pourquoi pas, et c'est être flexible. Et ça, on l'est très peu en recherche, parce que si on veut pouvoir toucher ces populations, il faut qu'on puisse avoir une certaine forme d'adaptabilité. C'est obligatoirement, je pense, dans le monde du VIH, où les personnes migrantes originaires de pays de forte endémie sont très représentées, assurer l'accès à l'interprétariat pour que les personnes allophones ne soient pas exclues de fait des études, même si c'est un coût. C'est mobiliser des méthodes mixtes, parce que comme il y a de la complexité, le qualitatif va nous aider à éclairer le quantitatif ou le résultat de l'intervention. Et c'est éventuellement utiliser des méthodes d'évaluation innovantes. Voilà. Et avant-dernière diapo, c'est aussi ne pas exclure, mais on l'a dit, le débat portait là-dessus, un certain nombre de personnes qui sont de fait exclues de la recherche clinique aujourd'hui, à commencer par voie réglementaire les personnes qui ne sont pas affiliées au régime général de la sécurité sociale en France, et notamment celles qui sont sans couverture maladie ou bénéficiaires de l'aide médicale d'État qui participent aux populations clés du VIH. C'est pour des raisons biologiques les femmes, les personnes âgées, les enfants, on l'a dit, les personnes non francophones, mais c'est aussi les personnes éloignées, je l'ai déjà dit. C'est aussi les mauvais candidats qu'on se dit non, celui-là, on va quand même pas l'inclure parce que forcément, il va pas tenir dans le suivi prospectif et donc ça va mettre en difficulté la réputation de mon centre ou autre. C'est des personnes suivies en dehors des centres hospitalo-universitaires qui peuvent avoir des profils sociodémographiques différents ou des personnes qui résident dans des territoires où justement ces investigateurs sont absents et en particulier dans des territoires périphériques. Et tout ça, ça génère des inégalités en santé. Donc pour conclure, faire avec, auprès et non pour, faire de la place même si elle n'est pas demandée, recueillir les déterminants sociaux dans les recherches en santé, y compris biomédicales, ne pas opposer l'universalisme français et l'approche populationnelle qui, de mon point de vue, sont complémentaires et ne sont pas opposés. Et il est temps de passer à l'action en mettant en œuvre et en soutenant de la recherche interventionnelle. Et il faut être inclusif et donc voilà, un petit plaidoyer pour lutter contre les barrières à la participation des recherches en santé. Et je vous montre juste, mais je n'ai pas le temps de vous la présenter, l'enquête qu'on est en train de finir en Guyane, qui justement s'est intéressée à une population qui est les personnes originaires d'Haïti vivant en Guyane avec ou sans le VIH, et qu'on a essayé de construire, comme vous le voyez sur cette diapo, avec un certain nombre d'organisations communautaires, mais aussi en mobilisant des médiateurs en santé originaires des communautés qu'on a formés à la recherche et qui sont devenus le bras armé de notre recherche, et ce qui nous a permis de réussir à atteindre une population a priori éloignée de la recherche. Voilà, je vous remercie, j'en reste là. Merci beaucoup Nicolas. Et on va accueillir Christophe Rouquette pour le TRT5. Merci d'être là. Bonjour, donc je suis Christophe Rouquette, coordinateur du TRT5 CHV. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le TRT5, c'est un collectif de 11 associations de lutte contre le VIH, les hépatites et les IST. On se regroupe autour de questions de recherche. On a des mandats en fait dans les projets, aussi dans les instances de gouvernance de l'ANRS-MIE. Et on produit des avis et des réflexions sur la recherche du point de vue
des premières concernées. Voilà. La représentativité de la recherche, c'est un de nos sujets de préoccupation. Je ne vais pas revenir du coup sur tous les constats qui viennent d'être donnés par les interventions précédentes, à part peut-être celui sur les conséquences délétères. On part du principe quand même que du coup cette sous-représentativité qu'on a dans la recherche, elle a des conséquences qui nous préoccupent du point de vue des personnes, parce que ça a des conséquences directement sur leur parcours de soins, sur leur suivi, sur les traitements auxquels elles ont accès. Aussi parce que les essais en fait servent à donner lieu aux recommandations et aux conditions de prescription et de dispensation des traitements. Donc dans les recherches qu'on a faites, pas tout seul d'ailleurs, hein, là, sur la slide précédente, j'avais mis une présentation qu'avait fait Karine Lacombe à l'occasion d'une de nos journées scientifiques, et aussi par rapport à ce qu'on a constaté nous dans nos échanges avec le milieu de la recherche, mais aussi à ce qu'on a trouvé dans la littérature. On voit que les freins à l'inclusivité de la recherche, ils sont multiples, de plusieurs ordres. Donc il y a des cadres limitants, donc des raisons cliniques, par exemple pour mener des recherches sur les femmes enceintes. Voilà. Il y a aussi des réglementations. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple par exemple de l'interdiction de participer pour les personnes en situation irrégulière à des essais cliniques de médicaments. Là, c'est vraiment du coup une limite issue directement en fait réglementation, législation qui ne sont pas que françaises aussi, qui peuvent être européennes. Il y a des freins aussi qu'on retrouve par exemple dans les critères d'inclusion des essais ou dans les protocoles des essais. Voilà, forcément participer à des essais, ça implique des contraintes matérielles et temporelles qui peuvent toucher plus particulièrement les personnes justement sous-représentées et vulnérables. Mais des fois, on constate que dans les critères d'inclusion, il y a une sorte de surprécaution, ou qu'autour en fait, des personnes vulnérables, des fois, il y a des surprécautions qui constituent aussi des freins à leur participation à la recherche. Donc ça peut être en fait dans les critères d'exclusion. Plus récemment, mais il y a un exemple plus récent peut-être aussi, c'est dans un travail qui a été fait récemment sur des recommandations éthiques pour la participation des volontaires sains à la recherche, où on a vu en fait que derrière le concept de vulnérabilité, il y avait une précaution un amalgame en fait qui était fait avec le risque d'exploitation des volontaires sains, ce qui peut en fait être le cas, mais ce qui ne doit pas amener à exclure systématiquement les personnes dites vulnérables de ce type de recherche. Et malheureusement, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, cette surprécaution qui mène à une exclusion systématique, et ça rejoint en fait l'idée de représentation. Et puis il y a aussi la crainte d'abandon et des essais en fait qui vont jusqu'à leur terme, qu'on peut tout à fait comprendre. Enfin, il y a des freins aussi qui émaneraient en fait des publics concernés directement et qui toucheraient plus particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité, le manque d'information, justement les difficultés aussi à y participer, et d'autres raisons. Je voulais faire un focus sur la participation des personnes en situation irrégulière aux essais cliniques de médicaments, puisque depuis 2022, cette participation, en fait, elle n'est plus possible. C'est nouveau, relativement nouveau. C'est lié à l'entrée en vigueur d'une ordonnance. Donc dans les personnes en situation irrégulière, en fait, qui dans la réglementation et la législation sont appelées personnes non affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime, il y a les personnes sans droit ouvert et les personnes sous AME. C'est ce que l'Académie nationale de médecine a appelé, c'est la conséquence de ce que l'Académie nationale de médecine a appelé dans un rapport qu'elle a publié en mars ou en avril sur la simplification de la recherche, une complexification du corpus juridique issu de la mise en place des règlements européens. Parce que voilà, en fait, dans la figure qu'on voit là, si vous voulez, avant en fait la mise en place de règlements européens qui est assez récente, dont celle-là justement, on avait un principe pour les recherches interventionnelles assez global. Dans certains cas, en fait, la participation des personnes en situation irrégulière était soumise à certaines conditions et à l'autorisation d'un CPP. Là, maintenant, on a en fait des exceptions
dans le cadre de la recherche interventionnelle pour les essais cliniques de médicaments, les investigations cliniques de dispositifs médicaux à usage humain, les études des performances de dispositifs médicaux, avec des modalités de participation qui sont à chaque fois spécifiques. Mais ce qu'on voit en fait sur ce tableau, c'est que les essais cliniques de médicaments sont une exception dans le sens où en fait ce sont les seuls à exclure explicitement et systématiquement les personnes en situation irrégulière, notamment du coup les personnes bénéficiaires de l'AME. Et donc là on voit en fait la puissance du frein réglementaire sur l'inclusivité de la recherche. Toujours sur le même sujet, en fait, l'historique de la participation des personnes en situation irrégulière aux essais cliniques de médicaments nous montre aussi qu'en plus du frein de la réglementation, il y a des freins de représentation qui sont très forts. L'autorisation, l'interdiction de participer à des recherches pour ce public, elle a énormément fluctué dans le temps au cours de plusieurs lois ou textes, enfin dernièrement du coup textes réglementaires. Avec du coup en pointillé une participation, une interdiction, une participation, une interdiction. Et ce qui justifie en fait cette fluctuation, quand on se penche dans ce qui a motivé en fait les législateurs à la lever ou à la mettre en place, on voit que souvent ce sont des représentations, des opinions qui se contredisent et qui vont se remplacer dans le temps. Donc là, par exemple, en 2004, Jean-François Maté présentait un texte qui allait mener à l'interdiction de participer pour les personnes en situation régulière aux essais cliniques, à la recherche biomédicale plutôt à l'époque. Et donc ce qu'il nous dit, c'est que les seules personnes qui ne bénéficient pas aujourd'hui d'un régime de sécurité sociale sont les étrangers en situation irrégulière. Alors là, il ne parle pas de l'AME qui apporte une couverture médicale, mais passons. Il paraît inopportun et au demeurant sans doute irréaliste d'autoriser des recherches sur ces personnes. Et là, on voit qu'on est sur un registre qui est presque celui de l'opinion. Alors que des années après, en fait, quand la loi Jardé est défendue, présentée à l'Assemblée nationale, ce que nous dit Olivier Jardé, c'est en fait l'exact opposé, mais il aura fallu en fait des années et un nouvel argumentaire pour que ce soit voté. Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale sont essentiellement les populations migrantes en situation irrégulière sur notre territoire. Il est primordial en termes de santé publique de pouvoir dépister les maladies qui les touchent particulièrement, parfois sur notre territoire. Cela suppose de pouvoir effectuer des prélèvements, analyser des échantillons, évaluer des nouvelles stratégies thérapeutiques adaptées, autant d'éléments qui sont constitutifs d'une recherche sur la personne. Donc on voit la volatilité en fait des fois dont dépend la participation aux essais des personnes en situation vulnérable, là en l'occurrence celle des personnes en situation irrégulière. Qui est assez exceptionnel quand même, c'est un régime assez exceptionnel parce que ça remet en fait, ça pose des questions de divers ordres, mais on peut se questionner en fait sur l'égalité de participer à une recherche que cette interdiction remet en question. On peut en fait aussi se demander pourquoi le statut administratif, puisqu'en fait, quand on parle de personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale, aujourd'hui, ce sont exclusivement des personnes en situation irrégulière. On peut se demander en fait pourquoi le statut administratif serait déterminant pour participer à un essai clinique, alors qu'en fait, la couverture médicale semble être un critère beaucoup plus adapté, notamment parce qu'elle permet ensuite d'avoir accès éventuellement au traitement qui est à l'essai. On peut, voilà, quand on voit le graphique précédent, la chronologie, se demander s'il est acceptable d'avoir un droit aussi volatile, soumis à des logiques aussi contraires. Et puis il y a la question de la prérogative, finalement. Qui doit sélectionner les participants dans un essai? Est-ce que ce sont les CPP ou les chercheurs, ou est-ce que c'est la prérogative de l'État? Et pour qui? Parce que pour les personnes en situation irrégulière, contrairement à d'autres populations, les femmes enceintes, les populations sous tutelle, etc., il n'y a pas vraiment de cadre fixe et définitif. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus changeant. Alors, ça, c'est une question sur laquelle on a pas mal travaillé au TRT5, et puis on s'est fait aider, on a co-construit notre analyse avec le COMED, la NRS à Millau, le département recherche clinique et le département en santé publique, le comité d'éthique de l'INSERM et la conférence nationale des CPP. Et le constat en fait de ces différentes
ces différentes structures, dont du TRT5, il est unanime, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu d'éthique à interdire la participation de ce public en particulier à ce type d'essai en particulier. C'est-à-dire que les vulnérabilités qui touchent ce public spécifiquement et auxquelles on peut penser, mais un peu finalement en glissant par amalgame des fois aussi, par exemple la barrière de la langue, la vulnérabilité socio-économique, etc., ce n'est pas le monopole de ce public. Et on peut penser, mais je ne veux pas que ça serve de mauvais exemple aussi pour interdire leur participation, mais aux personnes étrangères en situation régulière qui sont soumises à ces mêmes problématiques. Et à ce type d'essais en particulier, puisqu'on a vu que les essais cliniques de médicaments étaient une exception dans le droit, mais il y a aussi par exemple les essais sur les diagnostics médicaux qui n'interdisent pas systématiquement les personnes en situation régulière. Bon, le reste, vous l'avez, des intérêts individuels à participer, des intérêts collectifs. Ça, c'est une analyse qui nous a été apportée notamment par la NRSMIE et qui montre qu'en fait, il y a un impact direct entre la participation et les parcours de soins et le suivi, des suivis adaptés justement et des essais qui visent à mettre en place des molécules pour des personnes qui échappent à tel traitement et qui aujourd'hui ne pourront plus être testé sur ces publics, ce qui est dommage. Et là, je repense à nouveau à PurePost 5, parce que c'est vrai que même si, bon, bah déjà, il risque de ne pas pouvoir être mené en France, alors qu'il y avait une partie de PurePost 5 qui devait être menée au Royaume-Uni et en France sur des personnes migrantes. Là, je ne vois pas trop comment ça va pouvoir être fait en France. Et ensuite, c'est un traitement en fait qui est encore à l'essai, et une fois qu'il sera plus à l'essai, qui sera autorisé, la recommandation et le cadre de prescription sera figé, et ça devient beaucoup plus difficile ensuite, ou beaucoup plus long de revenir sur ça après la commercialisation. Donc là, je sors du scope de ce public en particulier avec, ouais, c'est la dernière, avec quelques recommandations, préconisations sur l'inclusivité de la recherche en général, mais vraiment un appel du coup au plaidoyer en fait interdisciplinaire. Le travail qu'on a fait récemment justement avec tous les acteurs que j'ai cités, c'était très intéressant. C'est ce qui nous a permis en fait d'aller exposer la problématique à l'Académie nationale de médecine, à la mission Armenteras Tunon de Lara, et c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler d'ici à ce que la réforme sur la simplification de la recherche, qui devrait a priori de toute façon avoir lieu, arrive, pour pouvoir ensuite proposer une modification législative qui permettra à nouveau de revenir à la loi Jardé pour les personnes en situation irrégulière. Et puis pour les autres publics, pour les questions plus transversales, cette liste de recommandations, mais que vous pourrez trouver sur l'article que j'avais mis dans ma deuxième slide, recommandations pour une recherche plus inclusive et représentative. Voilà.